À la fin du XVIIIe siècle, l'Europe retient son souffle sans encore savoir pourquoi. Le vieux continent, saturé de royaumes fatigués, de dynasties figées et de hiérarchies séculaires, avance comme un géant somnambule au bord d'un gouffre. La Révolution française a déjà fissuré l'ordre ancien, mais ses ondes ne se sont pas encore pleinement propagées. Dans les palais comme dans les campagnes, on croit encore que la tempête est passée, que le sang versé a suffi, que l'histoire peut reprendre son cours habituel. C'est une illusion, car au cœur de ce monde instable, une nouvelle force est en train de naître, une force qui ne se contente pas de renverser des rois, mais qui entend refaçonner l'Europe elle-même. Cette force n'est pas seulement une armée, ni même un État. Elle est une idée incarnée dans un homme, un projet porté par des canons, des lois et une ambition sans précédent. L'époque que l'on appellera plus tard la Première Empire n'est pas une simple parenthèse militaire. Elle est une forge. Dans cette forge se mêlent la violence et la raison, la guerre et l'administration, la destruction et la création. C'est là, dans le fracas des batailles et le silence des bureaux, que se dessinent les contours de l'Europe moderne. Lorsque le jeune général corse apparaît sur la scène politique, il n'est encore, aux yeux de beaucoup, qu'un produit de la Révolution, brillant, audacieux, remplaçable. Mais très vite, quelque chose le distingue. Là où d'autres voient dans le chaos, il perçoit une structure possible. Là où les anciens régimes s'accrochent à leurs privilèges, il comprend que le monde a changé de règles. La Révolution a brisé l'armature féodale, mais elle a laissé derrière elle un vide, un besoin d'ordre nouveau. Cet homme va s'y engouffrer. La France de l'après-Révolution est épuisée, ses frontières sont menacées, son économie fragile, sa société profondément divisée. Pourtant, c'est précisément cette fragilité qui permet l'émergence d'un pouvoir inédit. En promettant la stabilité, la gloire et la continuité des acquis révolutionnaires, le nouveau maître du pays parvient à rallier des forces contradictoires, les anciens nobles en quête de sécurité, les bourgeois avides de reconnaissance, les soldats qui voient en lui la promesse d'une ascension sociale fondée sur le mérite. Cette alliance improbable devient le socle de l'Empire. Mais l'Empire ne se contente pas de gouverner la France. Très tôt, il regarde au-delà, car l'Europe de cette époque n'est pas un ensemble de nations modernes, mais une mosaïque de territoires, de lois locales, de coutumes contradictoires. Les frontières sont souvent héritées de mariages dynastiques plutôt que de réalités culturelles ou économiques. Cette fragmentation est à la fois une faiblesse et une opportunité. En la conquérant, l'Empire ne se contente pas d'annexer des terres. Il impose un modèle. Ce modèle repose sur plusieurs piliers. Le premier est militaire. Les armées impériales ne sont pas seulement nombreuses, elles sont organisées selon des principes nouveaux. La conscription de masse transforme la guerre en affaire nationale. Les soldats ne se battent plus seulement pour un roi lointain, mais pour une patrie, pour une idée abstraite de souveraineté populaire transmise, paradoxalement, par un empereur. Cette contradiction apparente est l'une des clés de l'époque. L'autorité personnelle se drape des symboles de la Révolution pour mieux s'imposer. Le second pilier est administratif. Partout où l'Empire avance, il apporte avec lui une rationalisation sans précédent. Les territoires conquis sont découpés, recensés, classés. Les impôts sont uniformisés, les routes améliorées, les cadastres établis. Là où régnaient des privilèges locaux et des lois coutumières, surgit une volonté d'unification juridique. Le Code civil devient l'un des instruments les plus puissants de cette transformation. En affirmant l'égalité devant la loi, la protection de la propriété et la laïcité de l'État, il sape les fondements de l'ordre féodal bien plus durablement que ne l'auraient fait des discours révolutionnaires. Dans les villes italiennes, allemandes, néerlandaises, les réactions sont contrastées. Certains voient dans cette domination étrangère une oppression insupportable. D'autres y perçoivent une libération. Car l'Empire, tout conquérant qu'il soit, démantèle aussi des structures archaïques, les corporations rigides, les privilèges nobiliaires, les barrières internes au commerce. Il ouvre les carrières aux talents locaux, intègre des élites régionales dans son administration, crée une nouvelle noblesse fondée sur le service plutôt que sur la naissance. Ainsi, même sous l'occupation, une partie de la population bénéficie d'une modernisation accélérée. Cependant, cette modernisation a un prix.
la guerre est permanente. Les campagnes sont vidées de leurs jeunes hommes, les ressources siphonnées pour nourrir l'effort militaire. L'Empire vit dans une tension constante, obligé de se battre pour maintenir son existence même. Car chaque victoire suscite de nouvelles coalitions. Les monarchies européennes, d'abord terrifiées par la Révolution, puis humiliées par les défaites successives, finissent par comprendre que l'enjeu dépasse la France. Ce qui est menacé, ce n'est pas seulement un trône ou une frontière, mais l'ensemble de l'équilibre continental. À mesure que l'Empire s'étend, il devient aussi plus vulnérable. Gouverner des territoires aussi vastes exige une centralisation extrême. Les décisions se concentrent entre les mains d'un seul homme dont l'énergie semble inépuisable, mais dont l'absence se fait sentir dès qu'il quitte un théâtre d'opération. Les royaumes satellites, créés pour stabiliser l'ensemble, oscillent entre loyauté forcée et aspiration nationale naissante. Car l'ironie de l'Empire est là. En imposant des réformes modernes, il éveille aussi des consciences politiques locales. Les peuples commencent à se penser comme des nations. En Espagne, en Allemagne, en Italie, la résistance ne se limite plus à des armées régulières. Elle prend la forme de guérillas, de soulèvements populaires, de mythes fondateurs. L'Empire découvre qu'il est plus facile de vaincre un État que de soumettre durablement une population. Chaque village en révolte, chaque route sabotée, chaque embuscade rappelle les limites de la puissance militaire face à une hostilité diffuse et persistante. Pourtant, même dans ces conflits, l'Empire laisse une empreinte durable. Les administrations locales apprennent à fonctionner selon des principes rationnels. Les systèmes éducatifs sont réformés. Les élites, même opposées politiquement, s'approprient les outils modernes introduits par le conquérant. Ainsi, la lutte contre l'Empire devient paradoxalement un moteur de modernisation pour ceux qui le combattent. Au sommet de sa puissance, l'Empire semble invincible. Des capitales tombent, des traités redessinent la carte de l'Europe, des dynasties anciennes s'effondrent, mais cette grandeur repose sur un équilibre précaire. Chaque victoire exige de nouvelles forces, chaque conquête étend les lignes de communication, chaque compromis politique crée de nouvelles tensions internes. L'Empire est comme une étoile, brûlant trop vite, illuminant le continent de sa lumière tout en consumant sa propre substance. Lorsque la chute survient, elle n'efface pas ce qui a été accompli. Les défaites militaires mettent fin à la domination impériale, mais elles ne restaurent pas l'Europe d'avant. Les rois revenus sur leur trône découvrent un monde transformé. Les peuples ont goûté à l'égalité juridique, à l'idée de nation, à la mobilité sociale. Les administrations modernes ne peuvent être entièrement démantelées sans paralyser l'État. Même ceux qui ont juré d'effacer l'héritage impérial se retrouvent contraints d'en conserver les structures essentielles. Ainsi se clôt l'époque de la Premier Empire, non comme une simple aventure personnelle, mais comme un tournant historique majeur. Dans le tumulte des guerres et des réformes, l'Europe a changé de visage. Les frontières ont été redessinées, les lois rationalisées, les sociétés ébranlées jusque dans leurs fondements. L'Empire a échoué à durer, mais il a réussi à transformer. Et de cette transformation naît l'Europe moderne. Un continent où la nation, la loi et l'État centralisé deviennent les nouveaux cadres de l'histoire, héritiers directs d'une époque où un seul pouvoir osa croire qu'il pouvait façonner le monde à son image. L'Empire désormais proclamé n'est plus une promesse mais une réalité lourde, palpable, inscrite dans les actes, les uniformes et les institutions. La couronne impériale ne marque pas un retour à l'ancien régime. Elle en est la négation maîtrisée. Tout ce qui renaît le fait sous une forme nouvelle, rationalisée, soumise à l'efficacité. La monarchie héréditaire cède la place à une souveraineté personnelle justifiée par le mérite, la victoire et l'adhésion populaire. C'est là le cœur du paradoxe impérial. Un pouvoir absolu né des ruines de la souveraineté du peuple, mais qui prétend en incarner la volonté. À Paris, la capitale devient le centre nerveux de l'Europe continentale. Les ministères se multiplient, les archives s'épaississent, les décisions se comptent par milliers. Jamais un État européen n'a fonctionné avec une telle intensité administrative. Les préfets, véritables proconsuls modernes,
incarnent cette volonté de contrôle total du territoire. Ils observent, rapportent, exécutent. Le pays est quadrillé, mesuré, normalisé. Les dialectes reculent face à la langue officielle. Les coutumes locales s'effacent devant la loi commune. La France devient un laboratoire de gouvernement moderne et ce laboratoire est exporté, car chaque conquête est suivie d'une réorganisation méthodique. En Italie, en Allemagne, dans les Pays-Bas, les structures féodales sont dissoutes ou vidées de leur substance. Les anciennes principautés perdent leur autonomie réelle, remplacées par des États satellites, des royaumes confiés à des parents ou à des fidèles. Cette stratégie vise à donner à l'Empire une apparence de continuité dynastique, tout en maintenant une dépendance totale envers le centre. Mais elle engendre aussi un ressentiment profond. Les peuples acceptent parfois les lois nouvelles, rarement les souverains imposés. L'économie elle-même est mobilisée au service de cette ambition continentale. Les ressources circulent, contraintes par les besoins de la guerre et par une politique commerciale agressive. Le blocus continental, conçu pour affaiblir l'ennemi principal, transforme les ports, ruine certains négociants, en enrichit d'autres. Il force l'Europe à repenser ses échanges, à développer ses industries, à s'émanciper partiellement des circuits traditionnels. Là encore, la contrainte impériale agit comme un accélérateur historique. Mais sous cette surface d'ordre et de progrès, la fatigue s'installe. Les campagnes supportent mal le poids des réquisitions. Les villes vivent dans l'attente anxieuse des nouvelles du front. Chaque victoire est célébrée, chaque défaite minimisée, mais la liste des morts s'allonge inexorablement. L'Empire exige une loyauté constante, une mobilisation permanente. Il ne tolère ni l'indifférence ni la neutralité. Être sujet de l'Empire, c'est être engagé dans son destin, volontairement ou non. Et pourtant, malgré la lassitude, une forme d'adhésion persiste, car l'Empire offre aussi une vision. Il promet la grandeur, la stabilité, l'appartenance à quelque chose de plus vaste que les frontières locales. Pour beaucoup, surtout parmi les jeunes générations, il incarne l'avenir face à un passé perçu comme figé et injuste. Cette tension entre adhésion et rejet, entre fascination et résistance, devient l'un des traits dominants de l'Europe impériale. Ainsi, au cœur de ce deuxième temps de la Premier Empire, l'Europe n'est plus simplement conquise, elle est transformée de l'intérieur. Les structures anciennes se fissurent, les mentalités évoluent, les peuples commencent à se définir autrement. Sans le savoir encore, ils entrent dans une ère où la question ne sera plus seulement de savoir qui gouverne, mais au nom de quoi et de qui. Et cette question, une fois posée, ne pourra plus jamais être totalement étouffée. À mesure que l'Empire s'étend, il entre dans une nouvelle phase, plus grave, plus silencieuse aussi. La conquête cesse d'être une fulgurance pour devenir une occupation. Gouverner l'Europe n'est plus seulement une question de bataille gagnée, mais de durée, de patience, d'usure. C'est ici que se révèle la véritable nature du projet impérial. Non plus seulement dominer, mais durer. Or, durer exige plus que la force. Dans les territoires soumis, l'Empire impose ses cadres, mais il ne parvient jamais totalement à imposer son âme. Les administrations fonctionnent, les lois s'appliquent, les impôts sont collectés. Pourtant, sous cette surface disciplinée, les sociétés continuent de vivre selon leur propre rythme, leur propre mémoire. Les traditions religieuses, les langues, les coutumes familiales résistent à l'uniformisation. L'Empire peut transformer les structures, mais il se heurte à la profondeur des identités. En Allemagne, la disparition des anciennes entités du Saint-Empire bouleverse des siècles d'équilibre. Les princes perdent leur souveraineté, les villes libres leur autonomie, les populations leurs repères historiques. Mais dans ce chaos réorganisé, quelque chose de nouveau prend forme. Les intellectuels, les fonctionnaires, les officiers commencent à penser l'espace germanique comme un tout possible. L'Empire, en détruisant l'ancien ordre, sème sans le vouloir les graines d'un avenir national qu'il ne contrôlera jamais. En Italie, la situation est semblable. Les républiques, les royaumes, les États pontificaux sont remodelés, fusionnés, rationalisés. Les routes relient les villes, les lois s'unifient,
Les administrations parlent le même langage juridique. Pour la première fois depuis l'Antiquité, la péninsule connaît une forme de cohérence politique, même imposée. Et là encore, cette cohérence artificielle réveille une conscience latente. L'idée que l'Italie pourrait exister autrement que comme une juxtaposition de principautés rivales. Mais c'est en Espagne que l'Empire affronte son reflet le plus sombre. Là, la guerre ne ressemble plus à une campagne ordonnée, mais à une plaie ouverte. Les armées régulières gagnent des batailles, mais perdent le contrôle du pays. Les villages se soulèvent, les routes deviennent mortelles, l'ennemi est partout et nulle part. Cette guerre populaire, nourrie par la religion, la tradition et le rejet de l'étranger, révèle une vérité brutale. La modernité imposée par la force engendre une violence sans limite. L'Empire découvre qu'il peut conquérir un État, mais non un peuple décidé à refuser sa légitimité. À Paris, le pouvoir sent cette tension croissante. Les décisions deviennent plus autoritaires, la censure plus stricte, la surveillance plus étendue. La liberté, jadis invoquée comme principe fondateur, est désormais perçue comme un risque. La stabilité passe avant tout. L'Empire se raidit. Il se protège contre ses ennemis extérieurs, mais aussi contre les doutes intérieurs. Car la guerre permanente a un effet corrosif. Elle exige des sacrifices constants sans jamais offrir de paix durable en retour. Dans les rangs de l'armée, la gloire demeure, mais elle s'accompagne d'une lassitude sourde. Les campagnes s'enchaînent, de plus en plus lointaines, de plus en plus coûteuses. Les soldats traversent des paysages immenses, affrontent des climats inconnus, meurent loin de chez eux pour des objectifs dont le sens leur échappe parfois. L'Empire repose sur leur fidélité, mais cette fidélité est mise à l'épreuve par le temps et par l'ampleur même du projet impérial. Pourtant, malgré ces fissures, l'édifice tient encore. Il tient par la volonté, par l'habitude de la victoire, par l'absence d'alternatives crédibles. Les adversaires de l'Empire apprennent de leur défaite, mais ils restent divisés. Chacun craint autant la domination impériale que l'hégémonie de ses propres alliés. Cette méfiance mutuelle retarde la chute et prolonge l'illusion d'une domination durable. Ainsi, dans ce troisième mouvement de la Première Empire, l'Europe vit un temps suspendu. L'ancien monde est définitivement mort, le nouveau n'est pas encore né. Entre les deux, l'Empire maintient l'équilibre par la force et par l'organisation, sans pouvoir résoudre la contradiction fondamentale qui le ronge, vouloir unifier l'Europe tout en la gouvernant seule. Cette contradiction, encore contenue, continue de croître silencieuse, prête à se transformer en rupture dès que les circonstances s'y prêteront. Le tournant s'amorce sans fracas, presque imperceptiblement. Il ne prend pas la forme d'un effondrement soudain, mais d'un glissement lent, implacable, où chaque décision impériale semble encore rationnelle, nécessaire, justifiée. Pourtant, derrière cette logique apparente, l'Empire commence à se battre contre les limites même de son ambition. Plus il cherche à maîtriser l'Europe, plus l'Europe lui échappe. La guerre change de nature. Elle n'est plus seulement un instrument de conquête, mais un moyen de survie. Chaque campagne vise désormais autant à préserver ce qui a été acquis qu'à étendre encore la domination. Les armées impériales, autrefois portées par l'élan révolutionnaire et la promesse de la gloire, deviennent des machines lourdes, exigeant une organisation colossale. La logistique prend une importance presque aussi décisive que le combat lui-même. Nourrir, équiper, déplacer des centaines de milliers d'hommes à travers le continent devient une épreuve permanente. C'est dans cet engrenage que l'Empire commet ses choix les plus risqués. Convaincu que sa puissance peut triompher de tous les obstacles, il engage des forces toujours plus loin, dans des espaces toujours plus vastes, où la géographie elle-même devient un ennemi. Les distances s'allongent, les communications se fragilisent, les saisons dictent leurs lois. La guerre n'est plus seulement affrontement d'hommes, mais lutte contre le temps, le climat, l'épuisement. À l'intérieur, la société impériale se transforme sous cette pression constante. La conscription, jadis acceptée comme un devoir civique, devient un fardeau redouté. Les familles comptent leurs pertes, les villages se vident, les espoirs de promotion sociale s'amenuisent à mesure que la guerre cesse d'être exceptionnelle
pour devenir permanente. Le lien entre la population et le pouvoir, fondé sur la promesse de stabilité et de prospérité, se fragilise. L'Empire tente de répondre par un contrôle accru. La surveillance se renforce, la propagande s'intensifie, les victoires sont magnifiées, les revers dissimulés. Le récit impérial demeure grandiose, mais il s'éloigne progressivement de l'expérience vécue par les populations. Ce décalage, encore contenu, nourrit un scepticisme silencieux. On obéit toujours, mais on croit moins. Et dans un régime fondé sur la mobilisation totale, cette perte de croyance est une menace profonde. À l'échelle européenne, les adversaires de l'Empire changent eux aussi. Les coalitions ne sont plus seulement défensives, elles deviennent idéologiques. Il ne s'agit plus seulement de rétablir des frontières ou des dynasties, mais de mettre fin à un modèle perçu comme déstabilisateur pour l'ensemble du continent. Les monarchies apprennent à coopérer, à coordonner leurs efforts, à dépasser leurs rivalités traditionnelles face à un danger commun. L'Europe, en s'opposant à l'Empire, commence paradoxalement à agir comme un système politique conscient de lui-même. Dans ce contexte, chaque bataille prend une dimension symbolique accrue. Une victoire impériale n'est plus simplement un succès militaire, mais une preuve de survie du projet. Une défaite, au contraire, résonne comme un présage. Les alliés hésitent, les États satellites doutent, les élites locales commencent à envisager l'après. L'Empire n'est pas encore tombé, mais il n'est plus incontestable. Ainsi, dans ce quatrième mouvement, la Première Empire atteint son point de tension maximale. Tout semble encore tenir par la volonté, par l'habitude de l'obéissance, par l'absence d'un monde alternatif clairement défini. Mais sous cette surface de puissance, les forces de dissolution s'accumulent. L'Empire a transformé l'Europe, mais cette transformation a aussi donné naissance aux conditions de sa propre remise en cause. Désormais, l'histoire n'avance plus vers l'expansion, mais vers l'épreuve décisive, celle qui dira si cette construction colossale peut survivre à l'ampleur même de ce qu'elle a engendré. La rupture, lorsqu'elle survient, n'a rien d'un simple accident. Elle est l'aboutissement logique de toutes les tensions accumulées, de toutes les contradictions maintenues sous pression. L'Empire, en cherchant à tout embrasser, s'est placé dans une situation où chaque erreur devient irréversible. Il n'existe plus de marge, plus de recul possible. Avancer est risqué, reculer est impossible. Les grandes campagnes de cette période finale portent en elles une gravité nouvelle. Elles ne sont plus menées avec l'insouciance conquérante des premières années, mais avec une urgence presque désespérée. Les décisions sont prises dans un climat d'incertitude permanente, où l'information arrive tard, fragmentée, parfois fausse. Le pouvoir, autrefois si sûr de sa clairvoyance, doit désormais agir dans le brouillard. Sur le terrain, les armées impériales affrontent des conditions qu'aucune organisation ne peut totalement maîtriser. Les territoires sont immenses, les populations hostiles ou épuisées, les ressources insuffisantes. La discipline demeure, mais l'endurance atteint ses limites. Les soldats continuent d'avancer, mus par l'habitude, par l'honneur, par la crainte de l'effondrement collectif. La guerre devient une épreuve morale autant que physique. Dans les capitales européennes, l'espoir renaît. Chaque revers impérial est scruté, amplifié, interprété comme le signe que l'ordre imposé n'est pas éternel. Les diplomates s'activent, les alliances se resserrent, les projets de reconstruction politique se dessinent en silence. On ne parle plus seulement de résister, mais de remplacer. L'Europe commence à imaginer un avenir sans l'Empire, et cette imagination est déjà une victoire. À l'intérieur même du système impérial, les fissures deviennent visibles. Les États satellites cherchent à préserver leurs intérêts, parfois au détriment du centre. Les élites locales, formées par l'Empire, commencent à utiliser contre lui les outils qu'il leur a donnés: administration, mobilisation, discours national. L'Empire se retrouve confronté à des adversaires qui lui ressemblent, mais qui n'en partagent plus la loyauté. La figure du pouvoir, autrefois omniprésente, apparaît de plus en plus isolée. Chaque décision repose sur une responsabilité écrasante. Il n'y a plus de collectif capable d'absorber l'échec. Le destin de l'Empire est lié à une seule volonté, et cette concentration extrême,
source de force dans l'ascension, devient une faiblesse dans la crise. Le projet européen de l'Empire dépend désormais d'une résistance humaine face à une mécanique historique devenue trop lourde. Et pourtant, même au bord du précipice, l'Empire ne renonce pas à sa vision. Jusqu'au dernier moment, il agit comme si l'ordre qu'il a créé devait survivre, comme si l'Europe transformée ne pouvait plus revenir en arrière. Cette obstination tragique et grandiose à la fois confère à la chute imminente une dimension presque mythique, car ce qui est en jeu dépasse un régime ou un territoire. C'est la question de savoir si une Europe unifiée par la force peut engendrer une unité durable. Ainsi s'achève ce 5e mouvement, dans une atmosphère de fin de cycle. L'Empire est encore debout, mais il a cessé d'être l'avenir. Il est devenu un présent menacé, un colosse dont chaque pas fait trembler ses propres fondations. Désormais, l'histoire s'apprête à juger non seulement ses victoires, mais l'héritage qu'il laissera derrière lui, une fois la poussière des batailles retombée. La chute, lorsqu'elle se produit, ne ressemble pas à un effondrement total, mais à une série de renoncements successifs. L'Empire ne disparaît pas en un instant. Il se retire, se contracte, se replie sur lui-même. Chaque recul est présenté comme temporaire, chaque concession comme stratégique. Pourtant, le mouvement est irréversible. Le temps de l'expansion est définitivement clos. Les défaites accumulées brisent le mythe de l'invincibilité. Pour la première fois, l'Europe cesse d'avoir peur. Les armées impériales peuvent encore se battre avec une efficacité redoutable, mais elles ne représentent plus une force écrasante. Elles deviennent comparables à celles de leurs adversaires, soumises aux mêmes limites humaines et matérielles. La guerre, autrefois asymétrique, retrouve une forme d'équilibre. Et dans cet équilibre, l'Empire perd son principal avantage. À Paris, l'atmosphère change. Le pouvoir, jadis projeté vers l'avenir, se tourne désormais vers la défense de l'essentiel. On parle moins de refonder l'Europe, davantage de sauver ce qui peut l'être. Les réformes ralentissent, l'innovation administrative cède la place à la gestion de crise. L'État impérial, si efficace dans la construction, se révèle moins à l'aise dans le repli. Sa force était le mouvement, l'immobilité le fragilise. Dans les territoires autrefois soumis, la transition s'opère avec une rapidité surprenante. Les administrations impériales ne s'effondrent pas, elles changent de main. Les lois restent en place, les structures demeurent, mais leur légitimité se redéfinit. Ce qui était imposé devient approprié. Les États qui renaissent ou se constituent s'appuient sur l'héritage impérial pour affirmer leur propre souveraineté. Ainsi, même vaincu, l'Empire continue d'agir à travers ce qu'il a laissé. La figure centrale du pouvoir, confrontée à l'échec, entre dans une nouvelle dimension historique. Elle n'est plus seulement celle du conquérant ou du législateur, mais celle du symbole. Autour d'elle se cristallisent des récits contradictoires. Pour les uns, elle incarne la tyrannie et la guerre sans fin. Pour les autres, la grandeur perdue et l'ordre face au chaos. Cette dualité marque profondément la mémoire européenne. L'Empire cesse d'être un régime pour devenir une référence, un point de comparaison inévitable. Lorsque le silence des armes finit par s'imposer, l'Europe se découvre transformée. Les frontières ont changé, mais plus encore les mentalités. La souveraineté populaire, la nation, l'égalité juridique, l'État centralisé ne peuvent plus être effacés. Même les régimes restaurés doivent de composer avec ces réalités nouvelles. Ils règnent sur des sociétés qui ne sont plus celles d'avant, sur des peuples qui ont appris à se penser comme acteurs de l'histoire. Ainsi, dans ce 6e mouvement, la Première Empire s'achève sans vraiment disparaître. Elle se dissout dans l'ordre qu'elle a contribué à créer. Sa chute n'est pas un retour en arrière, mais une transition. L'Europe entre dans un 19e siècle façonné par cette expérience extrême, celui d'une tentative d'unification par la force, dont l'échec révèle autant les limites de la domination que la puissance des idées qu'elle a propagées. L'Empire a perdu le présent, mais il a gagné l'avenir, en inscrivant durablement sa marque dans la structure même du monde européen. L'après-Empire s'ouvre sur un paysage européen méconnaissable. Les canons se sont tus, mais le silence n'est pas celui de la paix retrouvée.
c'est un silence chargé de questions. Partout, les États cherchent à se réorganiser, à refermer les plaies laissées par 20 années de bouleversements. Pourtant, derrière les proclamations de restauration et de retour à l'ordre ancien, une évidence s'impose peu à peu. Rien ne peut redevenir comme avant. Les souverains réinstallés sur leur trône découvrent qu'ils règnent désormais sur des sociétés transformées. Les peuples ont connu la conscription, l'égalité devant la loi, la centralisation administrative. Ils ont vu des hommes s'élever par le mérite, des frontières se déplacer, des institutions séculaires disparaître en quelques mois. Cette expérience collective a modifié en profondeur le rapport à l'autorité. On obéit encore, mais on compare, on juge, on se souvient. Le pouvoir n'est plus un fait naturel. Il devient une construction discutable. Les congrès diplomatiques tentent de redessiner l'Europe selon des principes de stabilité et d'équilibre. Les cartes sont corrigées, les royaumes réassemblés, les zones d'influence soigneusement délimitées. Mais sous cette façade de consensus, les tensions demeurent. Car les lignes tracées par la diplomatie ignorent souvent les aspirations nées pendant l'époque impériale. Les peuples qui ont goûté à l'idée de nation supportent mal d'être à nouveau traités comme des sujets interchangeables. Dans les anciens territoires de l'Empire, l'héritage est particulièrement visible. Les administrations continuent de fonctionner selon des méthodes modernes. Les lois, même amendées, conservent leur logique rationnelle. Les élites formées sous le régime impérial occupent toujours des positions clés. Elles parlent le langage de l'efficacité, de la compétence, de l'intérêt général. Même lorsque le vocabulaire change, les pratiques demeurent. Ainsi, l'Empire survit dans les routines quotidiennes de l'Europe restaurée. Sur le plan intellectuel, l'impact est tout aussi profond. L'expérience impériale nourrit une réflexion nouvelle sur la liberté, la souveraineté et la légitimité. Les penseurs, les écrivains, les anciens soldats interrogent ce qu'ils ont vécu. Était-ce une tyrannie ou une nécessité historique? Une trahison de la Révolution ou son accomplissement paradoxal? Ces débats traversent les sociétés européennes et structurent les grands courants politiques du siècle à venir. Dans les mémoires collectives, l'Empire devient un repère. Il sert à mesurer le présent, à imaginer l'avenir. Pour certains, il représente l'ordre, la grandeur, la clarté d'un pouvoir fort face aux incertitudes de la paix. Pour d'autres, il incarne le danger de la concentration du pouvoir, le coût humain d'une ambition démesurée. Cette ambivalence empêche l'oubli. L'Empire n'est jamais relégué au passé lointain. Il reste une présence active dans la conscience européenne. Ainsi, ce 7e mouvement ne clôt pas véritablement l'histoire de la Première Empire. Il en prolonge les effets, les diffuse dans le temps. L'Europe du 19e siècle se construit en dialogue permanent avec cette expérience extrême, tantôt pour la rejeter, tantôt pour s'en inspirer. La tentative impériale a échoué à unifier durablement le continent par la force, mais elle a imposé une question irréversible. Comment organiser l'Europe moderne sans ignorer les peuples, les lois et les aspirations qu'elle a fait naître? À cette question, aucune restauration ne pourra jamais répondre par un simple retour en arrière. Le temps passant, l'Empire cesse d'être un événement vécu pour devenir une mémoire transmise. Une génération nouvelle grandit dans une Europe qui n'a pas connu directement les grandes batailles ni la mobilisation totale, mais qui en porte encore toutes les traces. Les routes, les codes, les administrations, les frontières révisées racontent une histoire silencieuse inscrite dans la pierre et dans les institutions. L'Empire n'est plus là, mais il structure encore le cadre dans lequel les sociétés évoluent. Cette mémoire n'est pas uniforme. Elle varie selon les régions, selon les expériences vécues. Dans certains pays, l'époque impériale est associée à l'humiliation, à l'occupation, à la violence subie. Dans d'autres, elle est rappelée comme un moment de rupture salutaire, celui où l'ordre ancien a été brisé, où la modernité a fait irruption dans des sociétés figées. Ces mémoires contradictoires coexistent, parfois au sein d'un même peuple, nourrissant des récits nationaux complexes et souvent conflictuels. Peu à peu, l'Europe entre dans une ère de tensions nouvelles. Les idées nées ou renforcées sous l'Empire, nation, souveraineté populaire, égalité civile, continuent de circuler, de se transformer, de se radicaliser. Elles inspirent des mouvements, des révolutions,
des soulèvements. Les peuples réclament ce qu'ils ont entrevu sans toujours l'obtenir pleinement. Les États, quant à eux, cherchent à canaliser ces aspirations sans renoncer à leur autorité. Le compromis est instable, souvent fragile. Dans ce contexte, l'expérience impériale sert de référence permanente. Elle est invoquée pour justifier un pouvoir fort comme pour en dénoncer les dangers. Elle devient un laboratoire historique auquel on revient sans cesse pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui échoue. L'idée d'une Europe unifiée, autrefois imposée par la conquête, réapparaît sous d'autres formes, plus prudentes, plus théoriques, mais toujours hantée par le souvenir de cette tentative grandiose et tragique. Ainsi, la Première Empire dépasse largement les limites de son existence chronologique. Elle agit comme un accélérateur de l'histoire européenne, condensant en quelques décennies des transformations qui, autrement, auraient pris des siècles. Elle révèle la puissance de l'État moderne, mais aussi ses risques. Elle montre que la loi peut unifier, que l'administration peut rationaliser, que l'idée peut traverser les frontières, mais aussi que la contrainte finit par susciter des résistances irréductibles. Dans ce 8e mouvement, l'histoire se détache définitivement du personnage et du régime pour s'attacher à l'héritage. Ce qui subsiste n'est plus une domination, mais une question ouverte, transmise de génération en génération. Comment concilier l'ordre et la liberté, l'unité et la diversité, la puissance et la légitimité? La Première Empire n'a pas apporté de réponse définitive, mais en posant ces questions avec une intensité inédite, elle a inscrit l'Europe dans une trajectoire nouvelle, dont les échos résonnent encore bien au-delà de son propre siècle. Avec le recul, l'Empire apparaît de plus en plus comme une fracture fondatrice. Non pas une parenthèse refermée, mais une ligne de faille autour de laquelle s'organise toute l'histoire européenne ultérieure. Chaque génération qui suit est contrainte de se positionner par rapport à lui. Consciemment ou non, il devient un point d'origine, un moment où l'Europe a entrevu sa propre capacité à se penser comme un ensemble, même sous une forme violente et inachevée. Dans les décennies qui suivent, les États européens avancent avec prudence. La peur du chaos révolutionnaire se mêle à la crainte d'un nouveau pouvoir total. Les gouvernants cherchent des équilibres instables, oscillant entre concessions libérales et autorité renforcée. Les constitutions apparaissent, sont modifiées, parfois abolies, puis restaurées. Ce va-et-vient révèle une difficulté profonde. Comment intégrer durablement les principes nés de l'époque impériale sans reproduire sa dérive autoritaire? Les armées, elles aussi, portent l'empreinte de cette période. La guerre n'est plus conçue comme un simple affrontement dynastique, mais comme une mobilisation nationale. Les États comprennent désormais la puissance d'une population armée, encadrée, convaincue de se battre pour une idée. Cette prise de conscience transforme définitivement la manière de faire la guerre en Europe. Même en temps de paix, les sociétés restent structurées par la possibilité du conflit total, héritage direct de l'Empire. Sur le plan social, l'ascension par le mérite, expérimentée à grande échelle pendant l'époque impériale, continue de hanter les imaginaires. Les hiérarchies traditionnelles, bien que restaurées en apparence, ne retrouvent jamais leur caractère sacré. La naissance ne suffit plus à justifier le pouvoir ou le prestige. Les élites doivent désormais prouver leur utilité, leur compétence, leur capacité à servir l'État. Cette exigence nouvelle transforme lentement mais irréversiblement les sociétés européennes. L'Empire laisse aussi une leçon plus sombre. Il démontre que la rationalité, l'efficacité et la loi peuvent devenir des instruments d'oppression lorsqu'ils sont détachés de toute limite politique ou morale. Cette ambiguïté nourrit une méfiance durable envers les projets trop parfaits, trop cohérents, trop centralisés. L'Europe apprend parfois douloureusement que la modernité n'est pas en soi une garantie de liberté. Ainsi, dans ce 9e mouvement, la Première Empire se révèle pleinement dans sa dimension historique profonde. Elle n'est ni un modèle à reproduire, ni une erreur à effacer. Elle est une expérience extrême, un condensé de promesses et de catastrophes, dont les effets continuent de structurer les choix collectifs.
L'Europe avance désormais avec cette mémoire en arrière-plan, consciente qu'elle a déjà franchi une fois les limites du possible et que cette traversée a changé à jamais sa manière de penser le pouvoir, l'État et son propre destin. Le dernier mouvement ne se présente pas comme une conclusion ferme, mais comme une retombée lente, presque imperceptible, où l'histoire cesse de juger pour commencer à intégrer. La Première Empire s'éloigne dans le temps, mais elle ne se dissout jamais complètement. Elle devient une couche profonde de la conscience européenne, invisible au regard quotidien, mais déterminante dès que surgissent les grandes crises. À mesure que le XIXe siècle avance, l'Europe se transforme encore. Les révolutions éclatent, les nations s'affirment, les empires anciens se fissurent à leur tour. Pourtant, dans chacun de ces bouleversements, on retrouve des échos de l'expérience impériale. La centralisation administrative, la mobilisation des masses, l'usage de la loi comme instrument de refonte sociale, la croyance dans la capacité de l'État à modeler la société, tout cela porte la marque de cette époque fondatrice. Même ceux qui s'y opposent héritent de ces méthodes. La Première Empire a ainsi modifié le rythme de l'histoire. Elle a accéléré les processus, comprimé le temps, forcé l'Europe à affronter en quelques décennies des questions qui auraient autrement émergé plus lentement. Cette accélération laisse une trace durable. Désormais, le changement est perçu comme possible, parfois même inévitable. Les sociétés européennes savent qu'un ordre ancien peut s'effondrer rapidement, qu'un monde nouveau peut être imposé puis contesté. Cette conscience historique devient une force autant qu'une inquiétude. Dans la mémoire collective, l'Empire se charge d'une dimension presque mythique. Il n'est plus seulement un régime ou une période, mais un symbole ambivalent. Il incarne à la fois la promesse d'une Europe unifiée par la raison et la loi, et le cauchemar d'une domination écrasante qui nie les peuples au nom de l'ordre. Cette ambivalence empêche toute lecture simple. Elle oblige à penser la complexité, à accepter que le progrès et la violence aient parfois avancé ensemble. Ainsi se referme l'époque de la Première Empire, non par un verdict définitif, mais par une intégration silencieuse dans le long cours de l'histoire. Elle a échoué à construire une Europe durable par la force, mais elle a contribué de manière décisive à faire émerger l'Europe moderne, consciente d'elle-même, de ses divisions, de ses aspirations contradictoires. Elle a montré ce que l'État peut accomplir lorsqu'il concentre le pouvoir et ce qu'il risque lorsqu'il oublie les limites humaines. Ce dernier héritage est peut-être le plus profond. La Première Empire laisse à l'Europe une leçon sans conclusion simple. Toute tentative de refonder le continent doit composer avec la diversité des peuples, la puissance des idées et la fragilité de la légitimité. L'histoire continue, mais elle le fait désormais avec la mémoire d'un moment où l'Europe a cru pouvoir se façonner d'un seul geste et a découvert, dans cette tentative, à la fois sa force et ses propres frontières. Le 11e mouvement s'inscrit dans une profondeur encore plus lente, presque souterraine, là où l'histoire cesse d'être événement pour devenir structure. La Première Empire n'est plus invoquée directement, elle agit sans être nommée. Elle s'est déposée dans les fondations mêmes de l'Europe politique, comme un sédiment invisible qui conditionne les formes futures du pouvoir. Les États européens, désormais engagés dans leur propre trajectoire nationale, héritent tous d'un même problème, gouverner des sociétés de masse. Avant l'Empire, le pouvoir pouvait se contenter d'administrer des sujets. Après lui, il doit composer avec des populations conscientes, organisées, capables d'être mobilisées, mais aussi de résister. Cette transformation est irréversible. Les gouvernements comprennent que la stabilité ne peut plus reposer uniquement sur la tradition ou la force brute. Elle exige des récits, des institutions, une légitimité construite. Dans cette Europe nouvelle, la loi devient l'instrument central du pouvoir, non plus simple expression de l'autorité souveraine, mais cadre structurant de la société. Cette centralité juridique, héritée directement de l'expérience impériale, façonne les États modernes. Les administrations se professionnalisent, les fonctionnaires deviennent une classe à part entière, porteuse de continuité au-delà des régimes. Les révolutions peuvent renverser des gouvernements, mais elles ne détruisent plus l'appareil d'État. Là encore, l'Empire a laissé son empreinte. Sur le plan symbolique,
la figure du chef, du dirigeant capable d'incarner l'unité nationale, continue de hanter l'imaginaire européen. Même dans les régimes qui se veulent collectifs ou parlementaires, subsiste la tentation d'un pouvoir fort, central, capable de décider vite et d'imposer une direction claire. Cette tentation n'est jamais neutre. Elle rappelle sans cesse la frontière fragile entre efficacité politique et dérive autoritaire, frontière que l'époque impériale a franchie et rendue visible à tous. La Première Empire agit aussi comme une mémoire d'avertissement. Elle montre jusqu'où peut aller un projet rationnel lorsqu'il n'est plus freiné par le pluralisme, par la négociation, par la reconnaissance des différences. Cette leçon profondément inscrite dans la culture politique européenne nourrit une méfiance durable envers les constructions trop parfaites, trop unifiées, trop rapides. Elle explique en partie pourquoi l'Europe, même lorsqu'elle cherche à s'unir, le fait avec prudence par étapes, dans la lenteur et le compromis. Ainsi, dans ce 11e mouvement, l'histoire s'éloigne définitivement du tumulte des batailles pour entrer dans le temps long des conséquences. La Première Empire n'est plus un modèle ni un repoussoir explicite. Elle est une expérience intégrée, digérée, mais jamais oubliée. Elle a appris à l'Europe que le pouvoir moderne est capable de transformer le monde, mais aussi qu'il porte en lui une force de déséquilibre permanente. Et c'est peut-être là son héritage ultime, avoir inscrit au cœur de l'Europe une conscience aiguë de la responsabilité politique. Après l'Empire, gouverner ne peut plus être un acte innocent. Chaque décision, chaque réforme, chaque concentration de pouvoir se mesure à l'aune de ce passé proche où l'ambition a voulu embrasser le continent tout entier. L'Europe avance désormais avec cette mémoire comme une ombre fidèle, rappelant sans cesse que la modernité politique est une conquête fragile, toujours menacée par sa propre puissance. Le 12e mouvement s'ouvre sur une Europe qui croit avoir tiré les leçons du passé, mais qui continue d'en porter les contradictions. La Première Empire est désormais suffisamment éloignée pour être enseignée, commentée, interprétée. Elle entre dans les manuels, dans les discours officiels, dans les récits nationaux. Mais cette mise à distance n'en neutralise pas la charge. Au contraire, elle la rend plus diffuse, plus profonde, plus dangereusement abstraite. À force d'être expliquée, l'expérience impériale tend à être simplifiée. On en retient la grandeur ou la chute, l'ordre ou la tyrannie, selon les besoins du présent. Cette sélection mémorielle révèle moins le passé que les inquiétudes contemporaines, car chaque époque relie l'Empire à sa manière, y cherchant tantôt une justification, tantôt un avertissement. Ainsi, l'histoire cesse d'être un récit figé pour devenir un miroir. Dans les sociétés européennes, la tension entre unité et diversité demeure entière. L'Empire avait tenté de la résoudre par la centralisation et la loi. Les régimes qui lui succèdent cherchent d'autres voies, mais sans jamais pouvoir ignorer ce précédent. Trop d'unité évoque la domination, trop de fragmentation rappelle le chaos d'avant. L'Europe avance donc dans un équilibre instable, consciente que ses solutions sont toujours provisoires. Le poids de l'État, renforcé par l'héritage impérial, devient une donnée incontournable de la vie politique moderne. Même lorsqu'il se veut discret, il structure, encadre, oriente. Les citoyens attendent de lui qu'il protège, qu'il organise, qu'il anticipe. Cette attente, née en grande partie de l'expérience impériale, crée une relation nouvelle entre le pouvoir et la société. Une relation fondée autant sur la dépendance que sur la critique. L'État est jugé non plus sur son existence, mais sur sa performance. Ainsi, dans ce 12e mouvement, la Première Empire apparaît pleinement comme un seuil historique. Avant elle, l'Europe vivait encore largement dans un monde de continuité lente et de légitimités héritées. Après elle, tout devient révisable, discutable, transformable. Cette ouverture permanente est une richesse, mais aussi une source d'inquiétude constante. Elle oblige les sociétés européennes à se penser sans cesse en mouvement, sans jamais pouvoir s'abriter durablement dans la certitude. La Première Empire n'a donc pas seulement façonné une époque, elle a modifié la manière même dont l'Europe se projette dans le temps. Elle a appris au continent que l'histoire peut s'accélérer, que les structures les plus solides peuvent céder, que la volonté politique peut bouleverser des siècles d'ordre établi,
Mais elle a aussi montré que cette puissance de transformation porte en elle une fragilité profonde. Et c'est dans cette tension, héritée directement de l'expérience impériale, que l'Europe moderne continue d'exister, entre l'audace et la prudence, entre le désir d'unité et la peur de l'écrasement, entre la foi dans la raison et la conscience de ses excès. La Première Empire n'est plus une présence visible, mais elle demeure une ligne de force silencieuse, inscrite dans la manière même dont l'Europe pense son passé, agit dans son présent et imagine, avec hésitation, son avenir. Le 13e mouvement s'installe dans un temps encore plus diffus, celui où l'héritage cesse même d'être conscient pour devenir réflexe. L'Europe agit, décide, se transforme, sans toujours savoir que certaines de ses logiques plongent leurs racines dans l'expérience impériale. Le souvenir s'estompe, mais la structure demeure. Les crises qui surgissent au fil du siècle mettent en lumière cette continuité cachée. À chaque moment de tension majeure, les sociétés européennes se tournent instinctivement vers l'État, vers l'organisation centrale, vers la capacité de coordonner, de mobiliser, de décider rapidement. Cette attente n'est pas naturelle, elle est apprise. Elle est le produit d'une époque où l'on a vu, pour la première fois à cette échelle, un pouvoir capable de plier le continent à une volonté unique, pour le meilleur comme pour le pire. Dans le même temps, la méfiance persiste. Chaque concentration excessive de pouvoir réveille une inquiétude ancienne. Les mots changent, les régimes aussi, mais la peur demeure, celle de voir l'ordre basculer en domination, la rationalité en contrainte, l'unité en écrasement. Cette vigilance, parfois maladroite, parfois excessive, est elle aussi un legs de la Première Empire. L'Europe a appris à se surveiller elle-même. Ainsi se crée une culture politique paradoxale. D'un côté, la conviction que l'histoire peut être dirigée, organisée, accélérée. De l'autre, la certitude que cette direction doit être limitée, fragmentée, contrôlée. L'Europe moderne oscille sans cesse entre ces deux pôles, incapable de choisir définitivement l'un sans craindre l'autre. Cette oscillation n'est pas une faiblesse accidentelle. Elle est le produit direct de l'expérience impériale. À mesure que le temps passe, la Première Empire se fond dans une histoire plus vaste, celle des tentatives humaines de maîtriser le devenir collectif. Elle n'apparaît plus comme une exception, mais comme une manifestation précoce et radicale de la modernité politique. En cela, elle reste actuelle. Chaque fois qu'un projet prétend refaçonner l'Europe de manière globale, chaque fois qu'une vision promet l'ordre, la prospérité et l'unité en échange de la concentration du pouvoir, l'ombre de cette époque réapparaît. Ce 13e mouvement ne conclut pas, il prolonge. Il montre que l'histoire de la Première Empire ne s'achève jamais vraiment. Elle se transforme en cadre de pensée, en arrière-plan permanent des décisions européennes. Elle rappelle que l'Europe est née non seulement de compromis et de traditions, mais aussi d'une expérience extrême où l'ambition humaine a tenté de condenser l'histoire en un seul élan. Ainsi, sans bruit, sans proclamation, la Première Empire continue de vivre, non plus dans les batailles ou les lois, mais dans les réflexes politiques, dans les attentes des peuples, dans les peurs et les espoirs qui traversent le continent. Elle n'est plus un passé que l'on contemple, mais une présence diffuse qui façonne encore la manière dont l'Europe avance, hésite et se réinvente, consciente, parfois malgré elle, d'avoir déjà vu jusqu'où peut aller la volonté de faire l'histoire. Le 14e mouvement se concentre sur la diffusion des leçons et des pratiques de l'Empire dans l'Europe qui se reconstruit. Si la domination directe s'est estompée, ses effets perdurent sous la forme d'institutions, de codes et de mentalités. Les États observent, copient, adaptent. La centralisation, la codification légale, la rationalisation administrative deviennent des modèles implicites auxquels les nouvelles générations se réfèrent pour organiser leur société. Dans les villes et les campagnes, les populations continuent d'expérimenter indirectement ce que l'Empire avait imposé. Les structures fiscales, les tribunaux uniformes, les infrastructures de communication et de transport ne disparaissent pas avec le retrait des troupes impériales. Au contraire, elles constituent désormais un socle sur lequel les sociétés locales
peuvent construire leur propre trajectoire. Les administrations locales, formées sous l'influence impériale, assurent une continuité qui dépasse les régimes et les frontières. Sur le plan culturel et intellectuel, la mémoire de l'Empire devient un outil d'analyse. Les historiens, les écrivains et les philosophes examinent les succès et les échecs de cette période pour tirer des enseignements sur le pouvoir, la légitimité et la transformation sociale. L'Empire sert de référence pour comprendre la dynamique entre unité et diversité, centralisation et autonomie, liberté et autorité. Ces réflexions nourrissent le débat politique européen pendant tout le XIXe siècle. Dans les États restaurés, l'héritage impérial influence même la manière dont les dirigeants envisagent la guerre et la diplomatie, la mobilisation de masse, l'organisation militaire rationnelle, le recours à la loi pour structurer la société deviennent des instruments dont on sait désormais mesurer l'efficacité et les limites. L'expérience impériale fournit un modèle implicite de ce qu'il est possible d'accomplir, mais aussi un avertissement sur le prix humain et politique de l'ambition excessive. Ainsi, ce 14e mouvement montre que la Première Empire dépasse la temporalité de son existence effective. Son empreinte ne se mesure pas seulement aux cartes et aux batailles, mais à la manière dont elle a modifié durablement la structure des États, la pensée politique et la mémoire collective. Elle devient une référence silencieuse, un arrière-plan permanent de l'histoire européenne, guidant les décisions et inspirant les réflexions sur le pouvoir, la légitimité et l'avenir du continent. Le 15e mouvement s'ouvre sur une Europe où la Première Empire est devenue un repère historique et politique essentiel. Même si le régime n'existe plus, ses traces continuent de structurer la pensée et les pratiques des États. Les administrations perfectionnées, les codes uniformisés, les infrastructures consolidées, tout ce qui avait été imposé pour gouverner efficacement le continent reste prêt à être utilisé ou adapté par les régimes qui suivent. La législation issue de cette époque, et notamment le Code civil, devient une référence pour de nombreux pays, même au-delà des frontières françaises sautonnoires françaises. Elle impose l'idée que la loi peut et doit s'appliquer à tous de manière égale, que la justice n'est plus un privilège mais un droit universel. Ces principes influencent la construction des États modernes et fondent une partie de l'identité juridique européenne. Dans le domaine militaire, les enseignements sont tout aussi profonds. L'organisation des armées, la conscription nationale et la logistique complexe demeurent des modèles étudiés et reproduits. Les États comprennent qu'une force militaire efficace repose autant sur la mobilisation rationnelle et la discipline que sur la bravoure individuelle. Cette rationalisation du conflit durablement implanté transforme l'art de la guerre en Europe, préparant le terrain pour les conflits futurs avec des méthodes désormais standardisées. L'impact social et culturel persiste également. La mobilité sociale introduite par le système impérial, où le mérite et le service pouvaient élever un individu, influence durablement les mentalités. Les élites savent désormais que le pouvoir et l'influence ne dépendent plus uniquement de la naissance, et les populations aspirent à des carrières et des rôles fondés sur le talent et l'engagement. L'Empire, même disparu, a remodelé les perspectives de la société. Ainsi, ce 15e mouvement illustre comment la Première Empire devient un cadre de référence implicite pour l'Europe du XIXe siècle. Elle n'est plus simplement un épisode militaire ou politique, mais un ensemble de pratiques, de structures et d'idées qui façonnent les États et les sociétés. Son héritage est invisible dans le quotidien, mais déterminant dans la manière dont l'Europe pense le pouvoir, la loi et l'organisation collective. Le 16e mouvement examine l'Europe comme un continent désormais modelé par l'expérience impériale, même des années après la fin effective de l'Empire. Les États restaurés, les institutions locales, les lois et les pratiques administratives portent encore l'empreinte de cette période, souvent plus profonde que ne le laissent croire les apparences. Les dirigeants savent que la modernité imposée par la force a laissé des structures efficaces qui ne peuvent être ignorées, mais elles doivent être intégrées dans un ordre politique stable et acceptable pour les populations. La mémoire de l'Empire sert désormais à orienter la réflexion sur la gouvernance. Elle montre que la centralisation peut produire rapidité et efficacité, mais qu'elle comporte un risque permanent,
celui de transformer l'ordre en domination. Les États européens, conscients de cet héritage, cherchent des équilibres entre centralisation et autonomie, entre uniformité légale et diversité locale, entre puissance et légitimité. Chaque réforme, chaque décision se mesure à l'aune des succès et des échecs de cette expérience extrême. Dans les sociétés, l'impact de l'Empire continue de se faire sentir. La mobilité sociale, la rationalisation des administrations, l'unification des lois et l'accès aux institutions par le mérite créent de nouvelles attentes. Les populations ont goûté à la possibilité d'une société organisée différemment, et cette expérience modifie durablement leurs aspirations. Même dans les zones anciennement occupées, où la résistance a été forte, les habitudes imposées par l'Empire, les infrastructures et les codes juridiques continuent d'influencer la vie quotidienne. Sur le plan militaire et stratégique, l'Europe a intégré les enseignements de la période impériale. Les armées modernes organisent la conscription, la logistique et la coordination selon les principes expérimentés à grande échelle. La guerre devient une affaire d'État structurée, rationnelle et planifiée. Un héritage direct de l'expérience impériale qui transforme durablement la conception de la force militaire sur le continent. Ainsi, dans ce 16e mouvement, la Premier Empire apparaît comme un moment fondateur, non seulement par ses conquêtes et son pouvoir, mais par la profondeur de ses effets sur les institutions, les mentalités et les structures sociales. Elle ne vit plus dans les batailles ou les proclamations, mais dans l'organisation et le fonctionnement quotidien de l'Europe, influençant la manière dont le continent pense, agit et se projette dans l'avenir, conscient que toute puissance doit composer avec l'équilibre fragile entre autorité et liberté. Le 17e et dernier mouvement conclut l'épopée de la Premier Empire en Europe, en faisant le bilan de son influence durable. Bien que le régime ait disparu, ces transformations profondes continuent de structurer le continent. L'Europe, redevenue polie et restaurée en apparence, reste profondément marquée par cette expérience extrême de centralisation, de rationalisation et de mobilisation sociale et militaire. Les États héritent des institutions et des pratiques imposées par l'Empire, mais les adaptent à leurs propres besoins. Le code civil, les infrastructures, les administrations centralisées, la conscription et l'organisation militaire deviennent des références que l'on conserve, réinterprète et perfectionne. L'expérience impériale a montré la puissance d'un État capable de transformer rapidement la société, mais elle a également révélé les dangers liés à une concentration excessive du pouvoir. La mémoire collective continue d'être influencée par cette période. L'Empire sert de repère, à la fois pour mesurer le pouvoir des dirigeants et pour réfléchir à la légitimité des décisions politiques. Il a démontré que l'histoire pouvait s'accélérer, que les transformations pouvaient être imposées à grande échelle, mais qu'elles laissaient toujours des traces indélébiles dans les sociétés, les mentalités et les structures. Ainsi, la Première Empire se termine non comme un simple chapitre clos de l'histoire européenne, mais comme un moment fondateur dont les répercussions traversent le XIXe siècle et au-delà. Elle a échoué à maintenir une domination durable, mais elle a réussi à transformer profondément l'Europe en posant les bases de l'État moderne, de la souveraineté nationale et de la législation uniforme. Sa leçon demeure: la puissance peut façonner le monde, mais elle doit toujours composer avec les limites humaines et la complexité des sociétés qu'elle cherche à organiser.